pour moi, et je pense aussi dans la tête de beaucoup de gens, entreprendre, c'est monter une grosse boîte, avoir 50 employés, créer de l'emploi, faire des millions. Alors que non, en fait. D'être deux, bah forcément, ça aide aussi beaucoup. Lionel, il me propose un truc. S'il y croit, ouais. Je dis, ah bah vas-y, on y va. Et je me pose pas plus de questions que ça. Je me dis, bon, bah si on flop, c'est pas grave, tu vois. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission B2B. Une émission qui donne la parole aux créatifs. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des invités spéciaux, non pas un, mais bien deux invités. Est-ce qu'on peut acclamer pour Aurélien et Lionel, les fondateurs de Victory Lab? Ça va? Ça va au top. À l'aise. Alors, comment vous allez? Franchement, ça va super. Et toi? Ça va très bien. Bien. Très bien. La forme? Très bien. Du coup, je tiens à vous dire déjà que je félicite votre parcours parce que je vous ai connu il y a peut-être un an maintenant. C'était un an, je crois, la première fois que je vous ai vu. Ouais, un peu plus d'un an. Oui. Ouais, c'est ça. Et de voir comment, en fait, ce que vous faites plutôt pour les entrepreneurs, je trouve ça vraiment beau. Même, j'ai eu assisté, du coup, à une de vos réunions que vous faites, un atelier que vous faites. Et franchement, j'ai trouvé ça super cool. Et j'aimerais, du coup, que vous puissiez expliquer qu'est-ce que vous faites réellement parce que sur votre Instagram, vous dites que vous êtes des accélérateurs d'entreprise. Mais finalement, c'est quoi être un accélérateur d'entrepreneur? Les deux sont corrects. Les deux sont corrects, quoi qu'il arrive. Anyway. Ouais, bah déjà, merci pour tes mots. Ça fait vraiment plaisir de voir ce que on charbonne et que ça apporte du fruit, etc. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un accélérateur d'entreprise? En réalité, c'est une structure qui permet aux entreprises et aux entrepreneurs de prendre de la vitesse sur la réalisation de son idée. Donc, tu viens avec une idée concrète que tu as envie de réaliser ou même avec un projet que tu as déjà commencé à lancer. Et puis, tu rentres dans notre programme, un programme qui dure un peu plus de 10 semaines. Et puis, à la fin de ce programme, tu as toutes les clés en main pour pouvoir avoir un business qui est carré, qui puisse se lancer, et etc. De toute façon, on verra ça plus tard. Comment est-ce que ça a commencé tout ça? Parce qu'aujourd'hui, vous deux, vous avez une vision. Aujourd'hui, vous travaillez ensemble. Mais c'est quoi la genèse, en fait, de tout ça? La genèse de tout ça, en fait, c'est initialement, à la base, on est entrepreneur depuis très longtemps. Lionel, depuis qu'il a 16 ans, pratiquement. Moi, plus ou moins à peu près le même âge. Toujours entrepris des projets divers et variés. Et on se rencontre en 2016. En 2016, on se rencontre dans un événement entrepreneurial dans un lieu qui s'appelle Le Wagon. Initialement, je le croise et je le toise parce que moi, je sors de ma street, etc. J'essaye d'avoir une image un peu plus lissée. Donc, je débarque et c'était un environnement, en fait, forcément un milieu très start-up, etc. On rencontrait pas vraiment de noirs, en fait, à ce moment-là, à cette époque-là. Donc, je vois un noir avec un bomber. Je dis, oh, je vais le voir après. Je dis pas maintenant, je vais pas faire le gars trop communautaire, tout ça. Et en fait, on est amené à parler. Il s'avère qu'il est ami aussi avec mon ami d'enfance. Et en fait, on se lie d'amitié très facilement parce qu'en fait, justement, il y a aussi cet ami qui vient aussi catalyser les bonnes énergies qu'on a ensemble. Et très vite, en fait, on se met à travailler. Il me propose, en fait, de le suivre sur son projet. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais quel âge? Moi, j'avais 26 ans. Lionel, toi, t'avais 25? Ouais, j'avais 25 ans, ouais. 25, 26. Et il me propose de le suivre sur son projet. Initialement, moi, je voulais lui proposer et il me le propose avant. Donc, en gros, il me dit, ouais, voilà, moi, j'aimerais bien, si t'es chaud, tu laisses ton projet et tu me suis sur mon projet. Je dis, ah, vas-y, d'accord. Et on a commencé à bosser comme ça. Et c'est devenu, en fait, notre projet. Et on a enchaîné avec donc, ce projet qui s'appelait Hello Sacha, donc qui était une marketplace de sneakers pour femmes. Ça nous a permis d'avoir une équipe d'un peu moins de 10 personnes, je crois. Ouais, c'est ça. Un peu moins de 10 personnes. Aussitôt? Ouais, aussitôt. Genre, là, à cette époque-là, on est en 2016-2017 jusqu'à 2018, fin 2018. Ouais, fin 2018. Et en fait, on a enchaîné après plein de projets, que ça soit la création d'une agence, que ça soit création d'un SaaS, des ventes de sacs, sneakers bag, ouais. Des stickers pour console. En fait, il y a eu plein de projets, que ça soit dans l'immobilier, que ça soit dans la tech, que ça soit dans la mode, que ça soit, enfin, peu importe les environnements, les secteurs. On aime bien se définir nous-mêmes comme des entrepreneurs sans frontières et des entrepreneurs créatifs avant tout.
Et donc c'est comme ça en fait que la genèse de notre avancée en fait a été faite. Et en 2019, on habitait ensemble en coloc avec un autre pote, et je débarque dans une soirée comme ça, et je lui dis ouais, on a un savoir tacite, frère, il y a plein de gens qui nous posent des questions sur le business, sur truc. Et en fait, on se retrouve, et je lui baragouine un truc, il comprend pas ce que je lui raconte. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin, il me dit, OK, tu sais quoi, je vais tout détailler. OK, en fait, tu veux monter un accélérateur, comme ça, qu'on accompagne. Je lui dis, ouais, exactement. Il m'a dit, OK. Et on est parti dessus. On l'appelait Victory Lap en hommage au dernier album d'un artiste J'allais demander en plus pourquoi Victory Lap. Ouais, J'avais pas vu la casquette. Ouais. C'est un hommage à Nipsey Hussle. Ok. Nipsey Hussle, donc un artiste que moi, pour le coup, j'ai écouté depuis très très longtemps, depuis que j'ai 19 ans, donc 2009, je l'écoute à peu près. Et initialement, en fait, ça date, pour le coup, je vais le dire, ça date d'anniversaire. Il aime jamais qu'on parle de son anniversaire, en plus. Mais sa date d'anniversaire, c'est la même en fait que celle de Nipsey Hussle. Et en fait, on a trouvé que le parallélisme était assez intéressant. Et le dernier album qu'il a fait, enfin son seul vrai album studio, qui s'appelle Victory Lap. Bah, on s'est dit, vas-y, c'est un très bel hommage, comme il est déjà décédé, l'artiste. Et on s'est dit, bon, bah, vas-y, on va l'appeler comme ça. Et Waouh. on va faire continuer le chemin. Waouh. Et du coup, pour toi, Lionel, apparemment, tu as commencé à entreprendre, comme Aurélien l'a dit, à 16 ans. Mais tu faisais quoi à 16 ans? Alors, rien d'illégal, je rassure. Voilà. Non, en fait, à moi, 16 ans, à Lyon, parce que c'est ma ville de laquelle je suis originaire, je faisais des soirées pour majeurs alors que j'étais mineur. Voilà. Donc voilà, je faisais des soirées en club, et il faut savoir, bon, moi je suis j'ai grandi en centre-ville, et forcément avec des personnes de centre-ville, et leurs activités préférées, c'est aller boire des verres et aller en club. Vu que j'avais pas forcément les moyens d'avoir leur même train de vie, j'ai compris qu'ils aimaient bien boire et faire la fête. Je me suis dit, ben en fait, il faut que je trouve un moyen qu'ils consomment chez moi. Donc Ok. et d'ouvrir des rencontres. J'ai rencontré quelqu'un qui faisait des événements. Initialement des événements en boîte pour des mineurs. Et donc c'était une structure parisienne qui s'était implantée à Lyon. Et de là, après, je me suis lancé tout seul dans des soirées pour majeurs. Voilà. Ok, donc si je comprends bien, en fait, à 16 ans, tu as déjà su percevoir qu'il y avait un manque dans un endroit, et que toi, tu es venu combler ce manque-là par ce par quoi tu as entrepris par la suite. Exactement. Du coup, ok. Mais comment tu as fait pour avoir cette mentalité-là à 16 ans? Parce que des fois, même dans la vingtaine, 25 ans, 26 ans, etc., on a du mal un peu à savoir où est-ce qu'on peut s'orienter, dans quoi est-ce qu'on peut commencer un business, etc., même si on voit qu'on a certaines capacités à faire certaines choses. Mais c'est quand même difficile de sauter le pas, de se dire OK, je vais faire ça malgré mon âge, malgré que peut-être j'ai pas les compétences nécessaires. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont le syndrome de l'imposteur. Donc, comment est-ce que tu as fait tout ça? Bah, parce que je suis un génie. Non, rien à voir. Je suis pas du tout un génie, rien à voir du tout. C'est que, en fait, le contexte dans lequel j'ai grandi faisait que j'étais un mort de faim. J'avais pas d'argent, en fait. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, quand t'as certaines personnes qui ont comme habitude sociale de se voir boire un verre, boire un café, manger au McDo et faire ça le samedi et le dimanche, bah à la fin, ça fait quand même 20, 30, 40 euros à dépenser en un week-end. 20 euros quand t'as 16 ans, c'est énorme, tu vois. Moi, je les avais pas du tout. Alors, dépenser 100 euros par mois dans de la nourriture et du liquide qui se finit aux toilettes, bon bah voilà, je les avais pas, quoi. Et en fait, c'est passé par ce que j'ai voulu en fait m'intégrer, ce que j'ai voulu m'intégrer en fait et me faire des amis en réalité, qui m'a poussé à me dire bon bah en fait j'ai besoin d'argent. C'était une grosse barrière en fait à rencontrer des nouvelles personnes. Et j'ai compris naturellement, sans être un génie, hein, que bah, en fait je rencontre quelqu'un qui fait des événements. De l'autre côté, il a envie de pouvoir avoir une certaine clientèle que je fréquente, et je peux me placer au milieu juste en faisant l'effort de ramener ces personnes-là et prendre une commission. Ben, j'ai commencé comme ça. Et puis après de la commission, je me suis dit, en fait, je peux faire moi-même mes événements en réalité. Et voilà, vraiment petit à petit. Mais à ce moment-là, je ne savais pas que j'entreprenais, je ne me considérais pas comme un entrepreneur. Et pour la petite histoire, aujourd'hui, je dis beaucoup plus facilement que j'entreprends depuis l'âge de 16 ans.
Alors que jusqu'à mes 28 ans, pour moi, c'était des bêtises. Hein. J'avais même honte de dire, bah non, j'entreprenais pas à 16 ans. Enfin, je faisais des soirées en boîte de nuit. J'ai l'air de quoi à dire C'est ça? rien en fait. Voilà, c'était rien, mais même un peu de la culpabilité, même le sentiment d'être un imposteur. Parce que pour moi, et je pense aussi dans la tête de beaucoup de gens, entreprendre, c'est monter une grosse boîte, avoir 50 employés, créer de l'emploi, faire des millions. Alors que non, en fait, entreprendre, c'est exactement ce que tu fais. C'est de te dire que j'ai une idée et je vais la concrétiser, la rendre vivante. C'est tout, pas plus. Exactement. Voilà. Et déjà, intégrer ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Donc, c'est le conseil que je donnerais à n'importe quelle personne qui veut se lancer. T'as un truc en tête, fais-le. Et ça commence par un papier, un stylo ou l'application de notes de ton iPhone ou de ton Android, peu importe. Tu notes déjà, c'est déjà un premier pas. Et demain, tu feras un pas supplémentaire, et ainsi de suite. Tu verras où ça te mène. Exactement, parce que c'est vrai que vous, je ne sais pas par quel obstacle vous avez eu à passer, mais beaucoup ont peur en fait de l'échec, justement. Et on ne comprend pas forcément que, moi la première au début du coup, je ne comprenais pas forcément que l'échec c'était bénéfique dans un parcours, dans le sens où je me disais, si je ne réussis pas, bah, ça veut dire que j'arrête tout. Ça veut dire que derrière, il n'y aura pas de suite, que ce que je fais, ça vaut rien, etc. Alors que moi qui ai fait beaucoup d'erreurs, notamment, c'est un exemple que je donne beaucoup, surtout au niveau de mes formations, je voulais plus faire de formation. J'avais peur en fait de faire une masterclass parce que les précédentes fois où j'avais eu à annoncer que je faisais des formations, des masterclass ou autres, j'avais aucun inscrit. Et pour moi, je me disais, mais comment ça se fait en fait? J'ai beaucoup d'abonnés, etc. Donc, pourquoi est-ce que personne s'inscrit à ma formation? Donc, lorsque j'ai fait ma formation en février, je me suis dit, bah, Océane, en fait, t'as floppé 3 fois. Oui, t'as floppé. C'est grave. T'as floppé au moins 3 fois. Donc, en vrai, t'as quoi à perdre à tester une 4e fois, en fait? Donc, c'est là où j'ai lancé cette masterclass avec une stratégie différente que les 3 précédentes fois. Et j'ai réussi à avoir 17 personnes à la suite. Donc, comment est-ce que vous faites face justement à l'échec et aux échecs que vous avez déjà eu à rencontrer dans votre parcours? En fait, tu te mets en tête tout simplement de faire. Moi, j'ai grandi avec. En gros, moi, j'étais un gamin. De base, moi, je suis un enfant qui a toujours été très, très, très timide. De base, je suis un enfant qui est très timide. Ah bon? De fou. À la base, je suis très timide. Et en fait, ça se voit pas comme ça, mais en fait, à la base, genre, j'étais timide à un point, genre, dans les magasins, tu viens me voir, ouais, je voulais de l'aide, je courais. Vraiment, enfant chelou. Mais forcément, quand tu grandis, tu te rends compte que ouais, ce comportement-là, ça va pas t'aider dans la vie, tu vois. Et donc, mais ce que ça m'a appris, par contre, à beaucoup observer. J'ai observé beaucoup. Et j'ai beaucoup vu, en fait, que ce soit des adultes, des plus grands, des grands frères, des grandes sœurs, etc. Ce que j'ai beaucoup vu, c'est des gens qui, au fur et à mesure, des fois, regrettaient des choses. De, ouais, putain, si j'avais su, j'aurais fait ça, si j'avais su. Et cette phrase-là, si j'avais su, elle m'énerve. Et en fait, le truc, c'est que quand tu te mets en tête que mieux vaut, en fait, partir en te disant, ok, j'ai tenté, bon, bah, ça a foiré, c'est pas grave. Au moins, j'ai tenté, j'ai pu voir ce que c'était. Plutôt que de te dire, ouais, tu pars en mode, genre, si j'avais su, j'aurais essayé de le faire. En fait, en vrai, tu vois, les regrets sont pires que l'échec, en vrai. Les regrets, c'est pire que l'échec. Donc, c'est la mentale, personnellement, moi, c'est la mentale que j'ai lorsque on a besoin de faire un truc. Et après, effectivement, là où je néglige pas, c'est le fait, en fait, d'être deux. Bah, forcément, ça aide aussi beaucoup. On aime bien dire qu'on est des cons. Aujourd'hui, on fait attention, par contre. Mais on aime bien dire qu'on est des cons dans le sens où, bah, très souvent, c'est si Lionel, il me propose un truc, s'il y croit, ouais, je dis, ah, bah, vas-y, on y va. Et je me pose pas plus de questions que ça. Je me dis, bon, bah, si on flop, c'est pas grave, tu vois. Et vice versa. Et en fait, pourquoi en fait cette mentalité on l'a, c'est tout simplement parce qu'on se dit bon bah si personnellement il me propose un truc, c'est qu'il y a réfléchi. Et s'il m'en parle, c'est qu'il veut vraiment le faire. Bon bah on y va, on le fait et puis on verra sur le chemin. Et en fait, on sait jamais ce qu'il y a derrière la porte, tu vois. Mais justement, c'est quelque chose que j'ai vraiment, que j'admire vraiment chez vous, c'est votre spontanéité. Et que quand vous avez une idée, vous réfléchissez pas, vous y allez directement en fait. Et c'est quelque chose qu'on devrait tous savoir parce que comme les personnes qui ont peur de l'échec, il y a aussi ceux qui ont peur de se lancer. Et ça, pour moi, c'est la pire des choses parce que il y en a beaucoup pour qui leur excuse, c'est d'être perfectionniste. Mais pour moi, le perfectionnisme, c'est vraiment un défaut. Vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais le fait de toujours calculer tout ce qui est fait, te dire que oui, non,
je vais pas filmer avec mon téléphone parce que je veux avoir une meilleure qualité, donc j'attends d'avoir une caméra. Mais le temps que tu attends d'avoir une caméra, finalement, le temps il passe. Et ton projet, c'est peut-être quelqu'un d'autre en fait qui est en train de le faire. Donc tu perds plus de temps qu'autre chose. Mais comment vous avez su justement développer cette chose-là, au-delà, comme tu l'as dit, de ne pas vouloir regretter la décision? Comment vous avez fait pour développer cette mentalité-là? Parce que pour moi, je me dis, c'est vraiment une mentalité à développer. C'est pas quelque chose qui vient forcément du jour au lendemain. Après, c'est vrai qu'on peut avoir des déclics, mais pour moi, c'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. Donc, comment est-ce que vous avez fait? Bah, en réalité, c'est comme tout, ça se travaille. Alors, on a tous des prédispositions à être beaucoup plus en mode YOLO, j'ai une idée, bam, j'y vais. Voilà. Et tu as certaines personnes qui vont beaucoup plus être terre à terre, voire même être un peu peureux, tu vois. Moi, ça me fait penser à 2 conversations que j'ai eues hier. Voilà. Et en fait, c'était intéressant parce que, par exemple, avec ma compagne, on avait une discussion sur pourquoi, sur le fait d'être trop perfectionniste. On connaît tous ces personnes-là qui ont, je regarde le public pour ça, hein, mais qui vont faire des tableaux Notion, ils ont tout timé dans leur vie, etc. Ils font des super TikTok, des Reels, etc. Limite, quand tu vois ça, tu complexes, tu dis, vas-y, en fait, je vais rien faire de ma vie, c'est nul, tu vois. Et en fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est un travail de s'organiser. Voilà. Et parfois, quand tu investis trop de travail dans le fait de t'organiser, en fait, c'est une procrastination, je dirais même un peu inversée. Parce que tu as travaillé sur le fait de vouloir travailler, mais en fait, tu n'as rien produit. Exactement. Voilà. Donc, Exactement. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas bon. Voilà. Et il y a des limites à ça. Et je ne dis pas qu'il faut pas s'organiser, je dis qu'il y a des limites à ça. Et de l'autre côté, la conversation que j'ai eue du coup avec la femme de Dylan, du coup, qui était sur le fait que parfois, en fait, on a des peurs qui sont très enfouies. Par exemple, elle me faisait part, par exemple, d'une peur qu'elle avait vis-à-vis de l'argent. Voilà. Alors qu'elle est entrepreneur, quelqu'un qui a toujours entrepris, qui est brillante du coup en pâtisserie, etc. Mais qui, malgré le fait qu'elle s'est formée en entrepreneuriat, etc. À un moment donné, il fallait faire un move important qui était de poser de l'oseille pour pouvoir peut-être monter un local, faire un prêt, ce genre de choses qui factuellement font peur. Et en fait, elle s'est rendue compte de la conversation qu'on avait hier que en fait, elle avait une peur enfuie de l'argent, que c'était quelque chose qui émanait en fait de son enfance, du manque, etc. Et que tout ce qui s'apparentait à de la prise de risque, elle voulait le refuter parce qu'elle avait peur de revivre un peu finalement cette pauvreté-là. Voilà. Et moi, en ce qui me concerne, c'est un peu ça. Toi, je me cache pas de dire que, et Aurélien aussi et moi, enfin, on a un peu la même histoire. Nos deux mères étaient femmes de ménage. On a pas manqué d'amour. On a eu une très bonne éducation, mais on a manqué de zéyo, voilà, de moula, de khalis, voilà, de Ahmed. Voilà, on a manqué de tout ça. Et forcément, on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et donc ça, c'est mon histoire. C'est l'histoire aussi de plein d'autres gens. Et en fait, tout est une question d'équilibre. Donc, comme je disais, on a tous des prédispositions, mais il faut arriver à comprendre et faire un état des lieux de qui nous sommes et se dire, OK, si je suis plus qu'une personne qui peut être quelqu'un qui va y aller, un let's go boy, un let's go girl, c'est bien. Mais par contre, le danger, c'est que tu vas prendre trop de risques de mesurer. Je sais que ça a été Aurélien et moi notre cas parce que nous, on n'a jamais eu quoi que ce soit à perdre dans la vie, parce qu'on est né avec rien. Donc c'est une bonne chose, parce que c'est bien. Moi, j'apprécie que tu nous dises, oui, vas-y, vous avez une idée, on réfléchit pas, on y va. Il y a un danger à tout ça. Voilà. Et ça serait mentir de ne pas poser ça sur la table. Et de l'autre côté, être trop dans la prévoyance, c'est aussi un danger. Parce que finalement, tu fais pas les choses pour ceux dont tu es appelé à faire, ce qui t'anime. Voilà. Vivre de sa passion, faire quelque chose que tu fasses un projet pour de l'argent ou qui te passionne, peu importe. Quand tu as fait un choix de faire quelque chose, vas-y à fond et pose-toi juste des questions clés. Pourquoi je le fais? Est-ce que je me vois le faire pendant 3 ans, même pendant 5 ans, peut-être même sans gagner d'argent ou sans gagner des milliers et des cents? Genre des questions clés en fait qui viennent nous rappeler que déjà on est sur Terre. Que la vie c'est pas un dessin animé, qu'on n'a pas ce qu'on veut, pas ce qu'on décide, et simplement en étant honnête avec nous-mêmes, on arrive à se lancer. Et puis voilà, hein. Pas plus compliqué que ça. Ça plaît. Mais du coup, aujourd'hui, tu dirais que la prise de risque, c'est une bonne chose ou pas? Oui. Faut quand même. Parce que tu parlais justement de, on va dire, modérer un peu les choses. Mais jusqu'à où, jusqu'à quand, comment? Faut savoir jauger. En fait, tout simplement, faut savoir jauger. C'est-à-dire que
T'as des personnes, en fait, qui, pour eux, ils arrivent justement pas à comprendre qu'est-ce que le risque dans sa globalité. Nous, ce qu'on aime bien dire déjà, c'est que lorsque tu veux entreprendre ou te lancer ou quoi qu'est-ce, garde toujours en tête que ton travail, si tu as un taf, garde ton taf. Mm. Te lance pas en te disant ouais, je vais arrêter mon taf. Garde ton taf. Et en fait, si tu gardes ton taf et que tu entreprends, le schéma là où tu es en train d'entreprendre, en vrai, tu prends un risque, mais tu le modères parce qu'en fait, tu gardes ton taf, tu gardes quand même un appui derrière. Prendre un risque démesuré, c'est de te dire ok, je me lance, je jette mon taf, ouais, vas-y, mon boss il m'a saoulé, et tu pars. Là, tu prends un risque démesuré. Ça veut pas dire que tu vas pas réussir, mais ça peut dire aussi que tu vas pas réussir du tout. Et en fait, tu viens de te creuser ta tombe. Et en fait, le truc, c'est que prendre des risques, oui, faut savoir juste les jauger. Et en fait, les jauger en fonction de qui tu es, ce que tu veux, ce que tu aspires. Juste programmer, tu vois, pas non plus planifier dans la profondeur. Juste programmer, en fait, les avancées. Et c'est une fois que tu programmes tes avancées, tu peux prendre les risques dont tu as besoin. Et en fait, c'est des risques pour les autres, en vrai. C'est plus des risques. En fait, à la fin des fins, c'est pour qui ça risque. Est-ce que c'est un risque pour toi qui a modéré ton avancée, tu vois, où tu t'es dit, bah vas-y, je garde mon taf, je fais mon projet X, Y, Z. Toi, tu l'as programmé. C'est pas, entre guillemets, tant un gros risque pour toi, mais pour les autres qui vont regarder, qui sont à l'extérieur, qui, eux, en fait, bah, n'osent pas se lancer, bah, on va se dire, ouais, mais putain, t'es sûr, ce que tu fais là, c'est pas risqué? Ah non, en fait, tu l'as programmé. Donc, en gros, c'est juste en fonction de toi. Tu vois en fonction de ta vie, en fonction de ton évolution, en fonction de ce que tu aspires, de ce que tu aimes, de ce que tu aimes pas, et surtout aussi de ce que tu aimes pas. Il faut vraiment prendre en compte ça. Et une fois que tu t'organises correctement, on reste ça va. Parce que c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup d'étudiants qui hésitent entre soit continuer les études ou soit se mettre à fond dans l'entrepreneuriat. Parce que faut se dire une chose aussi, c'est que lorsque tu entreprends, ça te prend du temps. Ça prend énormément de temps. Ça prend de l'énergie aussi. Ouais. Donc, au final, comment est-ce qu'on peut choisir entre les deux? Parce que au bout d'un moment, il faudra faire un choix. C'est long, c'est dur, c'est pas cool, c'est pas fun. Si ça t'anime, c'est différent. Mais c'est pas facile, c'est pas rigolo, c'est pas des blagues, c'est pas hype. En fait, il y a rien de. C'est toi et toi. En fait, c'est toi et toi. Le moment maintenant tu vas décider d'arrêter, que ce soit ton boulot, tes études ou autre, c'est pareil, c'est toi et toi. C'est toi et ta réflexion. Si tu as réfléchi et tu as tout précisé, tu t'es dit, OK, là, c'est ça par rapport à ça, et que tu es clair dans ta direction, bon, bah, go get it. Si par contre tu t'es dit, parce que j'ai regardé une interview sur YouTube, il y a un gars, il a dit que non, si tu t'arrêtes pas maintenant pour faire ton truc, tu vas pas avancer. Va. Va, c'est bon. Juste pour ça, moi, déjà, pour moi, il faut pas opposer entreprendre et faire ses études. Et de la même manière qu'il faut pas opposer entreprendre et travailler. C'est des conseils, je veux le dire, désolé, c'est des conseils de conseils de merde. Voilà, parce que en fait, on se rend pas compte. Déjà, l'entrepreneuriat, la manière dont qui raconte l'histoire de l'entrepreneuriat? Il s'est avancé. Voilà, c'est pour dire. Qui raconte cette histoire? Qui raconte les belles histoires? C'est des personnes qui se ressemblent tous. C'est des personnes qui viennent tous tous de la même classe sociale et qui forcément ont tous la même histoire à raconter. L'histoire est toujours racontée par les gagnants. Il y a aussi des gagnants, malheureusement, qui méritent de raconter leur histoire, mais qui prennent pas la parole. Pour plusieurs raisons. Parce que parfois ils bossent, tout simplement. Parce que parfois aussi, on leur donne pas la parole, tout simplement. Mais aussi parce que ils ne se sentent pas en confiance de raconter leur histoire, parce que même eux qui ont des success stories de ouf, lorsqu'ils voient des Musk, par exemple, ou des personnes plus terre à terre, mais qui racontent leur success story, ils n'arrivent pas à valoriser, en fait, la réussite et le chemin qu'ils ont fait. Tu vois. Dehors, c'est chaud. Dehors, c'est chaud. Encore plus dans le climat dans lequel on est aujourd'hui. Donc, une personne qui veut entreprendre, qui n'a pas fait d'études, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas réussir. Mais avant de pouvoir avoir d'étal et l'investir dans son business, il faut travailler. Donc, quel travail tu vas avoir avec un salaire suffisant si tu n'as pas fait d'études? Même si on parle pas d'argent.
on peut monter, descendre, que tu sois en France ou aux US, peu importe, avoir fait telle école ou avoir fait tel diplôme, c'est un statut social qui t'ouvre des portes. Peut-être que ça ne te permettra pas d'avoir un travail et d'avoir le salaire que tu veux, parce que entre ce que te promettent des écoles de com, de commerce, de communication, tout ce que tu veux, et la réalité, il y a un gap. Mais par contre, quand tu t'adresses à quelqu'un et tu te dis, bah voilà, j'ai fait telle école, bizarrement, la personne te voit différemment. Surtout quand tu es une femme, surtout quand tu es noir, surtout quand tu es X, Y, Z, bref, quand tu n'as pas un profil de gagnant. Voilà, il n'y a qu'un profil de gagnant qu'il y a. Je ne vais pas commencer à dire, oui, on va éviter, mais mais par contre, même une personne blanche qui vient d'un milieu rural n'a pas un profil de gagnant. Donc c'est pas une histoire de couleur, c'est pas une histoire de, c'est juste qu'il y a un profil type, le reste, bah nous tous, en fait, on n'est pas des gagnants. Donc en fait, il faut s'armer le plus possible et se donner le plus de chances et accepter que ça prendra du temps et parfois, un peu comme toi, où tu nous parlais de ta formation, où tu as fait 4 formations avant 3 fois, ouais, tu as fait 3 essais avant que la 4e marche et que tu étais 17 personnes. En fait, à un moment donné, juste à changer ton fusil d'épaule. Nous, c'est ce qu'on fait avec Victory Lab finalement, tu vois. On permet à ce que des personnes qui sont bourrées de bonnes idées, qui sont déterres à vouloir se lancer, à se dire, OK, pendant un temps donné, tu vas réfléchir, tu vas poser des bonnes questions. Il y a des gens qui vont t'accompagner, en l'occurrence Aurélien et moi, sur la bonne direction à prendre. C'est 10 semaines versus 2, 3, 4 ans dans lequel parfois, en plus, si tu n'as pas de travail, bah, en fait, tu vas galérer, tu vas manger des pâtes, tu vas te dire entreprendre, c'est trop dur, etc. Donc, faut pas opposer ça. Faut pas l'opposer, il faut faire les choses convenablement. Comme on aime bien dire entre nous, c'est ton travail, c'est ton premier investisseur. Donc, profites-en. Ouais, profites-en, c'est très important de pas l'opposer, comme il dit. Et aujourd'hui, en gros, si on suit votre accompagnement, si vous nous accompagnez dans nos projets, etc., on va dire que je suis novice, j'ai une idée, mais je ne sais pas comment la développer, etc. En quoi est-ce que vous, Victory Lab, du coup, va me permettre de pouvoir exceller et d'atteindre justement mon idée et mon projet? Bah écoute, de manière très concrète, nous, ça tombe bien parce que nous, chez Victory Lab, en fait, tu as un parcours par lequel tout le monde passe. Déjà, premièrement, Victory Lab, ce qui est bien, c'est que nous, on fait des talks gratuits, ouverts à tous dans Paris. On en a fait plus de 60 en 3 ans, avec des brillants entrepreneurs qui viennent de tous les secteurs d'activité, où tu peux juste venir, t'inscrire gratuitement, t'asseoir, écouter, et après parler avec des gens à la fin et repartir avec de la connaissance. Là, c'est une première chose. Maintenant, ce qu'on propose, c'est un programme qui s'appelle la Marathon Week, qui est un programme gratuit. Vraiment, n'importe qui peut s'asseoir, peut s'inscrire et participer à ce programme-là, dans lequel, pendant 10 jours, tu vas suivre en fait tu vas suivre du coup notre programme et on va te permettre de valider si ton idée est bonne ou pas. On est les seuls en France à faire ça. À la fin, on te donne une certification qui te permet de valider que ton idée est bonne selon une batterie de critères que nous on a définis et qui provient de l'expérience qu'on a en tant qu'entrepreneur, mais aussi de tout l'historique des entrepreneurs qu'on a pu accompagner. Et ça veut dire qu'il peut y avoir de mauvaises idées? Bah, il peut y avoir des idées qui ne valident pas la batterie de critères, ouais. Ok. Donc voilà. Et vous définissez comment justement ces critères-là? Je vais prendre un seul critère. Je vais prendre un seul des critères, parce qu'on a dit. Mais le critère principal, celui qu'on valorise le plus, c'est est-ce que ton idée résout un problème, tout simplement en fait. Si ton idée résout aucun problème, tu viens, ouais, je vais faire une brosse à dents qui fait machine à café, ouais, cool. Quel problème tu résous? Exactement. Et en fait, c'est un des critères. Il y a d'autres critères, mais c'est vraiment un des critères primaires pour nous. Et si l'idée, en fait, à la suite de ce petit programme de 10 jours, t'es toujours sur ta brosse à dents qui fait du café, bon bah désolé, t'as pas validé. Et bien justement, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire en parlant de résoudre un problème. On va donc passer à la rubrique Œil de l'expert. Et est-ce qu'on peut accueillir Carla sur le plateau? Carla. Enchantée Carla. Enchantée. Du coup, Carla est là pour nous présenter ses problématiques qu'elle rencontre tout simplement face à son business. Carla, est-ce que tu peux te présenter très rapidement? Bien sûr. Alors, Carla, comme tu l'as dit, je suis étudiante en communication, donc en 3e année. Et en parallèle, j'ai créé IT Prod. Donc, IT Prod, c'est quoi? C'est tout simplement, on va dire, un concept qui vise à
améliorer la visibilité des auto-entrepreneurs, donc visuellement parlant, donc tout ce qui est graphisme et design. Voilà. Tout à fait. Merci. Et donc, parle-nous un peu des problèmes que tu rencontres aujourd'hui. Alors, ouais, Il y en a beaucoup. Dis-nous tout. Le premier problème, je dirais, c'est un concept. Parce que j'ai du mal, en fait, à trouver ma raison d'être. Du moins, dès qu'on voit IT Prod, on sait que c'est IT Prod sans pour autant énoncer le nom. Et j'ai besoin d'un concept, en fait, donc, qui puisse accompagner non seulement les auto-entrepreneurs dans leur business, mais également aussi aider même les personnes qui ne savent pas faire de visuel ou autre à avoir des bases, si je peux dire cela. Et le deuxième problème, c'est la visibilité. C'est assez compliqué de mettre en avant des designs, des techniques sur tout ce qui est Adobe, Photoshop. Si là, je vous parle de vectoriel, vous allez me regarder en mode... Non, t'inquiète pas, je passe du temps sur Figma, t'inquiète. Voilà. Donc, c'est un peu ça le problème. Et voilà. Super. Ok. Super, le problème. Ouais, Bah, en fait, quand t'es entrepreneur, faut être à l'aise avec les problèmes, hein, sinon on ne Non, comprend mais pas. c'est Hein. vrai. C'est vrai. Reste chez toi. Hein. C'est vrai. Personnellement, ce que je te conseillerais déjà, c'est... après, je ne sais pas si tu le fais déjà actuellement sur tes réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'en tant que graphiste, en tout cas, il est difficile de pouvoir réellement montrer ton contenu, ce que tu fais, C'est si ce ça. n'est que le résultat, c'est ça. en fait. Donc, je me dis, vu que tu montres le résultat, pourquoi ne pas montrer le processus, du coup, qu'on puisse vraiment suivre une de tes créations. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui marche beaucoup, de faire des challenges également. Mais je pense que tu devrais peut-être t'orienter vers ça. Et je pense que c'est le problème de beaucoup de graphistes, parce que tu n'es pas la première personne du coup, qui me parle de ça. Et je comprends que ce soit compliqué. Mais ton travail, en tout cas en tant que graphiste, est hyper important. Et je pense qu'il est aussi très négligé. Ouais, beaucoup. Malheureusement, la communication, donc déjà, c'est un secteur qui est très négligé en général, Oui. mais le graphisme, c'est incroyable. Tu peux avoir des remarques du style ah, un logo pour ça, jamais de la vie, je peux le faire moi-même. Or que non, derrière un logo, il y a une histoire. Demain, vous allez voir le M du McDo, vous savez que c'est McDo. Même si tu fermes les yeux, tu sais que c'est McDo. Et en fait, c'est un impact, c'est beaucoup plus profond que cela. Et c'est pour ça que nous, en fait, on veut vraiment accompagner les gens à trouver, du moins, le visuel qui va exprimer leur marque, leur raison de vivre. Écoute, moi, par rapport à ta problématique, ce que je retiens, moi, ça m'évoque quelque chose, c'est déjà que tout le monde ne sont pas tes clients. Ouais. Déjà, quand tu dis les auto-entrepreneurs, bon, c'est un statut juridique, ok, et je pense qu'on comprend ce qu'il y a derrière, mais aussi également, je pense que tous les auto-entrepreneurs ne se valent pas. Déjà, tu as les secteurs d'activité qui sont pas les mêmes, mais je pense tout de même que un pâtissier peut très bien avoir la même vision peut avoir le même désir d'avoir une bonne image qu'une personne qui a une marque de vêtements ou qu'une personne qui veut lancer des cours de chant, par exemple. Voilà. Toutefois, pour moi, là, déjà, ça commence par qui tu vises. Parce que le problème que tu résous est réellement un problème important, est un problème, nous, qu'on qualifie de dur. C'est un problème qui est difficile. C'est-à-dire que créer une identité de marque, c'est compliqué, qui est urgent, parce que ces entrepreneurs-là, s'ils ne mettent pas en place une vraie image, ils peuvent pas se distinguer du marché, et c'est reconnu parce que tu as des milliers de personnes qui sont dans le même cas de structures qui veulent avoir du coup se créer cette image-là. Donc déjà c'est bien déjà par rapport à ça. Maintenant les problèmes, tu vois, c'est que il faut en fait que tu t'attardes uniquement sur les entrepreneurs qui ont déjà une vraie vision d'une marque. Okay. Donc admettons qu'il y ait 10 000 entrepreneurs que tu peux viser, 10 000 auto-entrepreneurs, ok. En fait, peut-être qu'il y en aura peut-être que 300 qui auront vraiment la vision ou qui sauront que c'est très important d'avoir une image de marque. Ne va pas t'emmerder en fait avec les autres. Faut juste que tu captes ceux qui comprennent ton discours. Voilà. Je pense par exemple à une chanteuse qui s'appelle Priska Vua. Oui, voilà, tu connais, c'est magnifique. Du coup, par exemple, cette chanteuse-là est back vocaliste, elle accompagne des artistes, donc je pense à Taiki, etc., sur leur tournée, et elle fait des masterclass pour que n'importe qui puisse venir chanter, se perfectionner, puisse apprendre avec son expérience. Bon, c'est pas les masterclass de chant, ça a toujours existé, mais elle, bizarrement, elle pète tout. Ouais, c'est toujours full. Voilà. Toujours. Mais pourquoi, entre autres, en-delà de son talent, de sa bonhomie,
mais il y a une image qui se dégage. Il y a une image de marque qui a clairement été structurée de vrai. A à Z, de but en blanc. C'est Voilà. vrai. Et ça, c'est parce qu'elle a cette vision-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, il faut que tu arrives à trouver uniquement le boulanger, le pâtissier, la marque de vêtements, etc., qui a ce discours-là. Quelqu'un qui te dit, c'est quoi un logo? Allez, next, on s'en fout. Mets-toi sur le côté, t'es pas avec nous. Tu vois? Il faut être très ferme et très tranchant Non, mais t'as là-dessus. Tu raison, vois? t'as Parce que raison. tu perds de l'énergie. Ouais. Tu vois? Et c'est là où c'est un des éléments aussi que on perd en tant qu'entrepreneur, c'est que on parlait du coup de ce qu'on identifiait du coup comme élément, tu vois, dans notre programme là, la Marathon Week. Au-delà de ça, toi, c'est vraiment la manière dont on perd du temps par manque de connaissances et parce qu'aussi on se pose pas les bonnes questions. C'est réel. Donc moi, j'ai 50 000 questions à te poser là. Et déjà ça, je suis convaincu que t'as déjà malheureusement perdu du temps ou appris des choses, ça dépend comment on voit les choses, avec des personnes qui en valaient pas la peine. Ouais. Moi qui n'était pas ma cible, quoi, en fait. Exactement. Ouais. Bon. Tu vois. Nickel. Tu vois. On veut pas traîner avec des mecs toxiques, enfin des entreprises toxiques, pardon. Voilà. Donc c'est ça. Pas de toxicité dans ses clients, dans sa cible. Franchement, qu'est-ce que tu rajoutes dedans? Mais effectivement, non, je vais rajouter un point. Sur le point, en fait, ce que je vais appuyer, c'est surtout aussi sur le concept même de reconnu et sur ce que tu peux faire aussi en tant que tel. Tu as parlé du fait que tu avais du mal à faire du contenu, à te faire voir, je crois, c'est ça? Ouais. Tu as parlé d'un truc tout bête. À un moment, tu as parlé de McDonald's. Moi, je vais te poser une question. Quelle est ta marque préférée avec un logo que tu aimes bien, en vrai? Là, par exemple. Je vais m'en citer une. Je dirais Nike. Nike, ok. Directement, Est-ce que tu peux me ouais. raconter l'histoire de Nike? Genre, est-ce que toi, tu penses que tu peux me raconter l'histoire de Nike? L'histoire du logo de Nike, pardon. Le logo de Nike, si je me trompe pas, c'est par rapport, enfin, c'est lié à la victoire. Et donc, du coup, le chemin vers l'avenir, en quelque sorte. Donc, la virgule. Ah bon? Ça, je savais pas. Et bah, tu vois ça là? Ouais. Elle t'a dit qu'elle savait pas. C'est bête, mais sur Internet, on regarde tout et n'importe quoi. En fait, le truc, c'est que on peut on apprend de tout, en fait, de tout le monde. Et ce genre d'informations-là, moi, je peux kiffer, mais d'autres personnes, qui sont des auto-entrepreneurs, etc., ou des entreprises, peuvent aussi apprécier la manière dont tu vas parler de l'histoire du logo de Nike, de tout ce qu'il y a derrière, de toute l'historique en fait derrière ce logo-là. Et comme on sait qu'il y a beaucoup de gens, forcément, c'est vrai que quand t'es graphiste, tu veux faire un logo, aujourd'hui t'es en embrouille t'es en concurrence avec Fiverr, tu vois. Donc t'es en concurrence avec 50 euros, 20 euros, et des fois c'est très chiant, alors qu'en fait ça va beaucoup plus loin que ça. Mais qu'est-ce qui fait que je vais te choisir toi plutôt que Fiverr? Est-ce que tu es capable est-ce que je suis capable de voir en fait en toi, dans ton travail, que ce que tu offres, c'est pas juste un logo, c'est toute une histoire et toute une profondeur. Donc en fait, tu me construis pas juste, je sais pas moi, un logo rond où il y a mes initiales à l'intérieur, tu vois, genre le pouce, tu vois, voilà, tu as un truc comme ça, tu vois. Non, tu me construis une histoire, tu me construis quelque chose de beaucoup plus précis. Ou du moins, mon histoire, tu la condenses et tu la construis dans ce simple logo-là. Et ça, c'est super important, tu vois. Et donc, si toi, tu es capable de raconter les histoires des logos que les gens connaissent, en fait, en vrai, c'est tout bête, mais aujourd'hui, McDonald's, ils peuvent se permettre de mettre un M au milieu de nulle part. On pense à un Big Mac, tu vois. C'est ça, en fait. Tu vois juste un swoosh comme ça, tu te dis, ah ouais, la paire de Air Force, ou je sais, tu vois. Et ces histoires-là, c'est des histoires que les gens aiment bien entendre. En fait, tu peux les raconter. Et juste le fait de les raconter, ça peut donner en fait envie à d'autres personnes de se dire, OK, bon, qu'est-ce qu'elle fait? Forcément, tu vas en parler un peu plus et on va découvrir ce que tu fais, découvrir le truc. Et après, forcément, le process. Tu vois. Merci beaucoup. Parce que c'est vrai, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, enfin, ce que d'ailleurs, vous deux, vous avez eu à dire, c'est qu'aujourd'hui, les personnes, elles s'accrochent vraiment à la personne aujourd'hui. C'est plus tant ce que tu postes sur les réseaux sociaux, etc., mais plus ta personnalité. Donc, je pense que, malheureusement ou heureusement, je sais pas, c'est quelque chose que tu devrais peut-être essayer de mettre en évidence sur tes réseaux sociaux. Après, je sais que pour certaines personnes, c'est un peu compliqué de se montrer. Je sais pas si c'est ton cas. Mais, C'est mon cas, c'est mon cas, ouais. Je pense que tu devrais peut-être faire un travail dessus ou essayer justement de trouver une alternative
à ça. Chercher aussi la raison du pourquoi, du comment est-ce que tu ne souhaites pas te montrer, ça c'est aussi important. Mais que oui, tu devrais te lancer dans ce sens-là pour tes réseaux sociaux. Et je sais pas non plus si tu, sur tes réseaux sociaux-là, tu montres justement le cheminement qu'il y a en tant que graphiste à opérer. Alors non, pas du tout. Mais c'est vrai qu'à travers tes dires, je trouve ça super pertinent parce que, comme tu l'as dit, plusieurs personnes ne voient pas en fait l'histoire du logo derrière le design final. Et c'est vrai que c'est plus par rapport au client. Donc, il va me dire, voilà, moi, je veux représenter ça, ça, ça. Et moi, directement, je vais juste poster et je vais pas expliquer l'histoire, forcément. Ah Donc, non, non. c'est super important. Tu vois. Ouais. C'est un truc tout bête, mais genre, on sait même pas si c'est vrai, mais le fait que le logo de Pôle emploi, c'est peut-être un pigeon. C'est vrai, tu vois ce que je veux dire. En vrai, je veux comprendre l'histoire de ce logo. En fait. Non, C'est mais t'as carrément raison. ça. T'as raison, carrément. Exemple, je sais pas pour vous, mais à quel moment vous êtes rendu compte qu'à Carrefour, en fait, c'est un C? Non, c'est un carrefour. Non, c'est des flèches. Non, c'est un carrefour. Eh ben, C'est des flèches. Il y a eh ben, une vous flèche voyez qui va vers Eh ben, en la fait- gauche et une flèche qui va vers la droite. donc, et bah, tu sais Carrefour. qu'à l'intérieur, si tu regardes bien, en fait, c'est un C. Et il Il y a un bossé. C avec Moi, c'est des pas, j'ai bossé à flèches, Carrefour. ouais. Et en fait, le truc, c'est que j'ai passé du temps à regarder mon logo, en fait. C'est pas un carrefour? Non, en fait, pour le coup, non, c'est un C. En fait, c'est deux trucs en fait, avec un chemin, etc. Ouais, qui s'emboîtent. Mais en fait, le truc, c'est que quand tu regardes bien et tu dézoomes, en fait, tu vas voir un C. Mais- Il y a tellement d'histoires, en fait, à raconter derrière. Justement, le fait que ce soit peut-être un carrefour, le fait que ça soit des flèches, le fait que moi, j'ai réussi à identifier un C, mais j'ai identifié un C au bout de 5 ans. J'ai travaillé 11 ans là-bas. C'est au bout de 5 ans que j'ai identifié qu'il y avait un C. Ouais. Un jour, j'ai regardé comme ça, j'ai dit, mais attends, il y a un C. Il y a plein de trucs à raconter, en fait, à propos de logo. Il y a vraiment plein de trucs. Donc Carla, on a pu répondre à toutes tes questions. Ouais, franchement, merci beaucoup. Non, mais sérieusement, c'est vraiment pertinent. Et c'est vrai que dit comme ça fait réfléchir. Ça fait beaucoup réfléchir. Bah écoute, tu auras droit à ta session Marathon Week gratuite. Donc voilà, quoi qu'il arrive, tu es la bienvenue. Et puis, besoin de quoi que ce Avec soit, plaisir. on est là. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Merci Aurélien et Lionette d'être venus, d'avoir participé à l'émission. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Est-ce La qu'on vie. peut te souhaiter pour la suite? Ouais, toi, tu le souhaitais. Ouais. Bah, plein de bonnes choses. Mais moi, personnellement, je vous souhaite d'aller encore plus loin, d'avoir encore des idées plus folles et qu'elles puissent être reconnues vraiment partout là où vous allez. Merci. Merci d'avoir suivi l'émission et on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de B2B.